à tous, merci de m'avoir invité pour cette présentation. Pour faire suite à cette première session sur les prédispositions génétiques au SMD et LAM, je vais vous parler des mutations germinales de GATA2 et de l'impact sur la prise en charge thérapeutique des syndromes myélodysplasiques et des leucémies qu'on peut observer dans cette entité. Voilà, moi je suis médecin dans le service de greffe de moelle et je participe dans ce contexte au centre de référence des neutropénies chroniques et un groupe de réflexion sur la prise en charge des patients atteints de syndrome monomaque. Donc le syndrome monomaque a été décrit pour la première fois en 2010-2011 par 3 équipes de façon concomitante. Sur un versant plus déficit immunitaire pour certains et plus myélodysplasie pour d'autres. Donc pour rappeler brièvement les principales caractéristiques de ce syndrome génétique associe des syndromes myélodysplasiques et des leucémies aiguës, une monocytopénie profonde et un déficit immunitaire qui se caractérise en particulier par un déficit en cellules B, NK et CD4. Ceci se traduit sur le plan clinique par un surrisque d'infection à mycobactéries atypiques, mais aussi d'infections virales, en particulier par le virus HPV qui est responsable chez ces patients de verrues profuses, mais aussi de verrues génitales et de dysplasie génitale et de cancer. Les autres manifestations les plus fréquentes sont le lymphœdème qu'on observe chez un certain nombre de patients, mais aussi les atteintes pulmonaires et en particulier la protéinose alvéolaire. Donc on va se concentrer essentiellement sur les syndromes myélodysplasiques. Donc en 2018, la cohorte française a été publiée dans Hematologica et elle montre de façon assez nette l'incidence de ces syndromes myélodysplasiques et leucémies aiguës au cours de la vie, puisque vous le voyez sur cette diapo, on voit qu'à peu près à 50 ans, l'incidence cumulative atteint 80%. Les principaux modes de présentation sont des syndromes myélodysplasiques, mais on a aussi des leucémies aiguës, le plus souvent avec dysplasie multilignée et de façon beaucoup plus rare, des leucémies aiguës lymphoblastiques et des JMML chez l'enfant. Ces hémopathies malignes se caractérisent sur le plan cytogénétique par une forte prévalence de monosomies partielles ou complètes du 7 qui atteignent plus d'un tiers des patients et dans une moindre mesure par la fréquence des trisomies 8. Une autre étude qui s'est plutôt intéressée au syndrome myélodysplasique de l'enfant et de l'adolescent a été publiée en 2016. Dans cette cohorte, ils ont comparé les syndromes myélodysplasiques des patients qui avaient ou n'avaient pas de mutation germinale de GATA2 et de façon intéressante, on peut voir que les patients atteints de mutation germinale de GATA2 se caractérisent d'une part par un âge un peu plus élevé, 12 ans en médiane versus 10 ans pour les autres, par une fréquence accrue de formes évoluées avec un excès de blast, 46% versus 18%, et par la prévalence des anomalies du 7 qui étaient présentes dans plus de 70% des cas dans cette cohorte. Alors, on se rendait compte par ailleurs qu'il n'y avait par contre pas de différence en termes de sexe ratio chez ces patients. On retrouvait également, comme attendu, plus d'atteintes familiales. Alors dans cette publication, on voit aussi qu'il y a une autre anomalie cytogénétique qui ressort comme avec une prévalence accrue, qui sont les anomalies cytogénétiques qui associent le 1 et le 7 qui sont anormalement fréquentes. Alors cette étude, elle montre plusieurs choses qui sont intéressantes. D'une part, l'âge des patients au diagnostic de syndrome myélodysplasique quand ils ont une mutation germinale de GATA2. Quand on regarde tous les patients qui avaient une monosomie 7, les patients mutés GATA2 avaient un âge nettement plus avancé, 12 ans versus 4 ans. Et donc on se rend compte que si on prend un adolescent qui présente un syndrome myélodysplasique avec monosomie 7, il a 70% de chance d'avoir une mutation germinale de GATA2. Donc si ça doit être recherché chez tous les enfants, c'est vraiment dans cette population qu'on va en trouver le plus.
Cette publication avait un autre intérêt, c'est de comparer le pronostic des patients avec ou sans mutation germinale de GATA2. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de différence à la fois sur l'ensemble de la cohorte quand on s'intéresse aux patients qui ont une monosomie 7 qui soit ou non muté GATA2, et qu'en post-transplantation, il n'y avait pas de différence en termes de survie globale entre les patients mutés GATA2 ou non mutés. Une autre étude qui s'est intéressée à la survie globale et la survie post-transplantation, c'est cette étude de Spinner qui était une des premières publiées sur une cohorte de 57 patients ayant une mutation germinale de GATA2. Ils avaient montré que la survie que le pronostic global était mauvais avec une survie médiane qui était de l'ordre de 50 ans et que globalement les patients étaient transplantés de façon extrêmement fréquente jusqu'à l'âge de 50 ans, âge auquel la fréquence des transplantations diminue pour des raisons de comorbidité. Ce que cette étude montrait aussi, c'est qu'il y avait une survie globale qui était meilleure après transplantation pour les patients qui n'avaient pas été transplantés, mais avec une médiane de survie globale qui était à 50% à 3-4 ans. Dans notre cohorte franco-belge, ce qu'on a pu observer, c'est que la survie post-greffe dépendait de façon importante de l'âge, puisque chez les moins de 18 ans, la survie globale était de l'ordre de 90%, alors que dans la tranche d'âge suivante, des 18-35 ans, on avait déjà une nette diminution de cette survie qui était plutôt de l'ordre de 55%. On verra plus tard les facteurs associés à ces variations. La principale question qui se pose dans la prise en charge de ces patients présentant des mutations germinales de GATA2 est qui doit-on greffer, quand et comment. Alors les indications de greffe varient, elles peuvent être, on va parler aujourd'hui essentiellement des patients qui sont greffés pour des syndromes myélodysplasiques, pas forcément pour des atteintes de type déficit immunitaire, même si parfois elles s'associent évidemment dans l'indication de greffe. Donc on a une première grosse série qui a un peu détaillé le pronostic post-greffe et les modalités de greffe, qui était la série de Grossman, qui rassemblait 14 patients, dont 3 avaient reçu un traitement pour une hémopathie myéloïde avec un excès de blast avant la greffe. Donc ces patients étaient greffés avec des conditionnements non myéloablatifs relativement légers, association Fluda, Endoxan, TBI de Gray, et avec des donneurs qui étaient soit géno-identiques, soit phéno-identiques, soit des donneurs mismatch. Et ce qu'on voyait dans cette cohorte, c'est qu'il y avait un taux de rejet qui était relativement important, de l'ordre de 14%, un taux de rechute qui était de 7% et une survie globale avec un follow-up de 3 ans qui était de 57%. Donc suite à cette étude, les auteurs recommandaient, si possible, de faire plutôt des conditionnements myéloablatifs, à la fois pour réduire le risque de rejet et de rechute. On s'est donc intéressé sur cette cohorte franco-belge qui a maintenant grossi, pour lequel on a un plus grand nombre de patients que ce qui a été publié, aux patients qui ont été allogreffés. On a pu identifier 56 patients qui ont été allogreffés, pour lesquels on a un follow-up de plus d'1 an depuis la greffe. Donc vous voyez que c'est des patients relativement jeunes, puisque l'âge médian à la greffe est 18 ans, qui pour la plupart avait une hémopathie maligne. Il y a un patient qui avait une aplasie médulaire et dans l'immense majorité des cas, ces patients avaient des RCMD sans excès de blast. Il y a 36% des patients qui avaient eu un excès de blast avant la greffe. C'était principalement des leucémies aiguës ou des myélodysplasies avec excès de blast. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la majorité de ces patients, enfin la moitié des patients avaient un karyotype de mauvais pronostic, dont une grande majorité étaient des monosomies 7, et qu'un peu moins d'un quart des patients avaient reçu un traitement soit par chimiothérapie, soit par Vidaza avant la greffe. Donc c'est des patients qui ont été greffés principalement avec des donneurs non apparentés 10-10, un quart ont été greffés avec des donneurs géno-identiques et un quart avec des donneurs mismatch, donc principalement des donneurs mismatch non apparentés et quelques patients avec des cordons et des greffes aussi haploidentiques. Donc 84% des patients ont reçu un conditionnement myéloablatif, principalement à base de busulfan
de busulfan quelques patients ont reçu soit des conditionnements séquentiels, donc associant une chimiothérapie antileucémique puis un conditionnement non myéloablatif, soit des conditionnements non myéloablatifs pour des raisons qui étaient soit de comorbidité, soit d'hémopathie non contrôlée. La majorité des patients, plus de 2/3, ont reçu du SAL à des doses extrêmement variables, ce qui rend l'analyse de cette variable compliquée. Ce qu'on voit en termes de résultats, c'est que la survie globale est quand même meilleure que dans les cohortes plus anciennement publiées, puisque à 3 ans, la survie globale est de 73%, avec un follow-up qui est médian qui est de 3 ans, et que les facteurs qui impactent le plus la survie dans cette cohorte sont le fait d'avoir un excès de blast, d'avoir eu un excès de blast dans l'histoire avant la greffe, puisque c'est globalement le facteur qui est le plus associé au risque de décès. On voit aussi que les patients ayant reçu un conditionnement myéloablatif ont un meilleur pronostic. Alors c'est difficile d'interprétation parce que c'est une majorité des patients qui ont reçu un conditionnement myéloablatif et que les patients qui ont reçu des conditionnements atténués avaient par ailleurs soit des maladies non contrôlées, soit des comorbidités. L'autre facteur qui impacte, c'est l'âge à la greffe. Même si on n'a pas réussi à identifier d'âge limite, on voit que en variable continue, ça a un impact aussi sur la survie. Donc ces patients, en termes de complications, on voit qu'il y a un taux de GVH aigu sévère qui est de l'ordre de 15% et un taux de GVH chronique qui est de l'ordre de 30%, avec heureusement une majorité de patients qui n'ont pas des GVH chroniques extensives. On voit aussi que le risque de rechute est relativement important, 18% dans cette cohorte. En conclusion, on peut dire de cette étude qu'il est important que les patients soient greffés avant d'avoir un excès de blast. Je ne vous ai pas montré les différentes courbes, mais on voit que cet excès de blast il a un impact à la fois sur la mortalité liée au traitement et sur la rechute, puisqu'il y a plus de TRM quand on a un excès de blast, alors que le fait d'avoir un karyotype de mauvais pronostic impacte sur la rechute, mais pas sur la TRM. On voit aussi que l'âge a un impact sur la survie post-greffe, donc les patients les plus jeunes vont avoir le meilleur entre guillemets, bénéfice à la greffe. Et ça, c'est quelque chose qui est important, puisque chez des sujets très jeunes, on va se poser la question de greffe très précoce, voire parfois de greffe préemptive, dès qu'on voit des anomalies apparaître au niveau médulaire. Donc, c'est des patients qui, globalement, ont un bon pronostic s'ils sont greffés jeunes. Si c'est possible, il faudra préférer un conditionnement myéloablatif. Dans cette étude aussi, on a plusieurs rejets avec des patients qui, pour certains, ont pu être regreffés. Mais globalement, il faut essayer de privilégier les conditionnements myéloablatifs. Le rôle et la nécessité du SAL, je l'ai dit, est difficile à évaluer compte tenu des variations des doses et des indications de SAL dans cette étude, mais globalement au vu du taux de GVH aigu tout venant et du risque de complications infectieuses, on recommande d'utiliser des doses de SAL intermédiaires chez les patients qui ne sont pas greffés en géno-identique. Pour ce qui est des complications infectieuses, on voit que ces patients font de nombreuses infections, en particulier fongiques avant la greffe, mais aussi après la greffe. Donc il faut être extrêmement vigilant sur les prophylaxies. Et de la même façon, il y a un nombre important de complications virales opportunistes post-greffe, donc pour lequel il faut être vigilant, en particulier les infections à EBV, beaucoup aussi d'infections à bécavirus symptomatiques en post-greffe. Pour ce qui est de la reconstitution immunitaire chez les patients qui n'ont pas fait de complications très sévères, on voit qu'il y a quand même une amélioration significative des lésions d'HPV qui globalement vont guérir une fois qu'on a pu arrêter l'immunosuppression. Et de la même façon, on a pu arrêter des traitements anti-mycobactéries qui n'avaient jamais pu être arrêtés avant la greffe. Pour les patients atteints de protéinose alvéolaire, il n'y en avait pas beaucoup dans cette étude, mais il y a d'autres études qui ont été publiées ou d'autres case reports qui montrent que globalement, les lésions ont tendance à se stabiliser, voire à s'améliorer en post-greffe. Alors j'ai mis cet article qui est particulièrement provocateur, qui a été publié cet été dans le British Journal of Hematology, qui rapporte 3 cas. Le premier cas, c'est une patiente de 13 ans qui avait une leucémie aiguë
dite non lymphoblastique, donc a priori myéloblastique, qui était en rémission complète post-chimiothérapie et chez qui il a été identifié 6 mois plus tard une hypogamma profonde, un déficit B complet, un compte de NK extrêmement bas, ce qui a conduit à une analyse génétique qui a mis en évidence une mutation germinale de GATA2. Cette patiente n'a pas été greffée et après un recul de 9 ans, elle est toujours en vie. Donc cette étude, ce case report comparait ça à 2 autres patients. Un premier patient qui avait une myélodysplasie et des complications infectieuses sévères qui a été allogreffé en phénoidentique 10-10 avec un conditionnement là aussi très light et qui a fait une GVH extrêmement sévère et qui est décédée des suites de cette GVH. Et une 3e patiente qui, elle, avait la même situation hématologique mais qui a été greffée avec de la moelle en haploïdentique avec sa mère et qui va très bien avec un follow-up de plus de 2 ans. Donc c'était un petit peu provocateur parce que si ce cas est relativement exceptionnel, à l'heure actuelle, ce qu'on a pu voir, c'est que les patients qui avaient des leucémies aiguës ou des myélodysplasies avec dans un contexte de mutation germinale de GATA2 étaient rarement en rémission complète après la chimiothérapie et surtout beaucoup mouraient de complications infectieuses au cours de ces chimiothérapies et que ceux qui n'ont pas été greffés ont globalement rechuté. Donc c'est difficile de faire de ce cas particulier, je pense, une généralité, de même que cet article conclut qu'il faut probablement mieux greffer les patients en haploïdentique qu'avec des donneurs 10-10 parce qu'il y a moins de GVH. Je pense que c'est extrêmement présomptueux de faire ce type de recommandation puisqu'on n'a actuellement pas de données plus larges, en particulier dans cette maladie, pour pouvoir recommander ce type d'approche. Donc on peut dire qu'à l'heure actuelle, l'allogreffe de cellules souches est recommandée chez les patients qui ont un SMD avéré. Alors quand je dis avéré, c'est parce qu'il est toujours difficile sur ces moelles d'insuffisance médulaire constitutionnelle de faire la part entre de la dysplasie liée uniquement à la maladie génétique et un vrai diagnostic de syndrome myélodysplasique. Donc on peut dire que quand il y a des signes d'évolutivité de ce syndrome myélodysplasique, soit sur le plan cytogénétique avec une cytogénétique défavorable, soit parce qu'on voit une aggravation des cytopénies et en particulier l'apparition de cytopénies autres que la neutropénie et la monocytopénie, ou des mutations moléculaires qui ont pu être apportées comme associées à la transformation chez ces malades, il paraît recommandé de faire une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Pour ce qui est des allogreffes préemptives, elles restent à l'heure actuelle à discuter au cas par cas, en particulier chez les enfants très jeunes. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est de faire une surveillance médulaire régulière, parce que comme on l'a vu, la cytogénétique qui est souvent un échec dans le sang périphérique et le pourcentage de blastes sont importants dans la décision d'aller à la greffe et qu'il y a encore des données qui sont encore préliminaires pour savoir si l'analyse du NGS sur le sang permet, en particulier, on regardait le profil mutationnel, notamment les mutations d'ASXL1 ou de RUNX1, qui permet de remplacer ces marqueurs que sont la cytogénétique et le pourcentage de blastes. Il est important aussi de dépister chez ces patients les atteintes extra-hématologiques, en particulier les atteintes génitales liées à l'HPV qui, si elles sont en train d'évoluer vers un cancer, peuvent être un frein dans l'indication de greffe, et les anomalies pulmonaires, puisqu'on voit qu'il y a des patients qui ont des formes relativement sévères et fibrosantes qui peuvent aussi être des contre-indications à la greffe. Il est important de faire de façon anticipée des recherches de donneurs intrafamiliales et sur le fichier. Et quand on identifie un donneur génoidentique intrafamilial ou même haploidentique, il est important de génotyper ces donneurs parce qu'on sait que si il est extrêmement fréquent qu'il y ait des anomalies, enfin la majorité des patients qui sont porteurs de ces mutations germinales de GATA2 ont des anomalies phénotypiques, cliniques ou biologiques. On sait qu'il y a quelques patients qui à 50 ans n'ont toujours pas d'anomalie et ce qui signifie qu'on peut très bien ne pas avoir d'anomalie et prendre un donneur qui est muté sans le savoir. On sait que dans la cohorte, on a au moins un ou deux cas de patients qui avaient donné pour des greffes antérieures qui ne sont pas rapportés là.
pour des gens de leur famille. Pour souligner ça, il y a un premier case report qui a été publié d'un patient de 15 ans qui a été greffé en première rémission complète pour une leucémie aiguë associée à une dysplasie multilignée avec un donneur géno-identique. Comme vous le voyez sur cette diapo, à peu près 400 jours après la greffe, il a présenté à nouveau des cytopénies, une altération de l'état général qui ont conduit à un myélogramme qui a mis en évidence la récidive du syndrome myélodysplasique sur les cellules du donneur associées à une altération de l'état général. Il a reçu à ce moment-là des corticoïdes et dans les suites de cette découverte, il a présenté une aspergillose cérébrale dont il est décédé. De façon parallèle, le donneur a été vu pour une altération de l'état général qui a révélé une infection chronique à EBV et un syndrome myélodysplasique avec trisomie 8. Et dans ce contexte, une analyse génétique a été réalisée qui a permis de mettre en évidence dans cette famille une mutation germinale de GATA2 qui est une mutation déjà rapportée depuis longtemps. Donc juste pour rapporter que dans cette maladie, comme dans tous les syndromes de prédisposition aux myélodysplasies et aux leucémies, il y a des cas rapportés de greffe faits avec des donneurs malades sans qu'on les ait diagnostiqués au préalable. Donc je voudrais remercier le centre de référence des neutropénies chroniques avec lequel j'ai réalisé cette étude, notamment le docteur Marie Waché qui travaillait à Robert Debré quand on a commencé, qui est maintenant à Lyon, les membres du club GATA2 et tous les hématologues pédiatres et adultes qui ont collaboré pour réaliser cette étude. Merci de votre attention.